Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Bonjour, je suis auteur de bande dessinée, j'ai 38 ans. Bonjour Bastien Vives. Bonjour. Et merci d'être là à l'occasion de la sortie de cette bande dessinée, dernier week-end de janvier, dans laquelle on va suivre les aventures d'un certain Denis Choupin, auteur de BD connu notamment pour sa série sur Hitler, qui débarque au Festival d'Angoulême, le dernier week-end de janvier, comme le veut la tradition, et qui va faire la rencontre d'une femme qui s'appelle Vanessa. Évidemment, toute ressemblance avec des personnages ayant existé est fortuite ou pure coïncidence. Ou complètement fantasmée. Et je parle de Denis Choupin et de Vanessa. Parce que c'est vrai que tu racontes que tu as toi-même rencontré ta femme en festival. Alors après, on va rentrer dans le... Je raconte, je me vante d'avoir raconté... Non. Mais non, c'est vrai. C'est vrai. Et c'était juste dans le cadre, mais elle n'était pas du tout... là pour une dédicace ou autre chose, elle travaillait au consulat. Oui, parce que Vanessa, elle vient le rencontrer, cet auteur, parce que son mari est fan de Denis Choupin, qui veut même lui racheter des planches originales. Il n'est pas forcément fan, il est fan de la bande dessinée. Et vu que Denis Choupin est dans le panel des auteurs un peu reconnus, donc il est content d'avoir une dédicace. Mais vu qu'il envoie sa femme, est-ce qu'il est si fan que ça? C'est la grande question. T'as eu l'idée à Angoulême ? Non, j'ai eu l'idée Enfin, c'est une histoire, ça fait depuis bien une dizaine d'années que j'ai cette histoire. Enfin, une dizaine d'années, depuis 7-8 ans que j'ai ça dans la tête. Je voulais parler de dessin. Ça fait même depuis Paulina que j'aimerais faire une BD qui parle du dessin. Et j'ai jamais réussi à trouver le bon axe. Au début, j'avais écrit une histoire qui se passait pendant un cours de croquis de nu. Je voulais absolument parler du dessin. Et je suis même passé par le cinéma, écrire des scénarios de films et tout, mais impossible, j'arrivais pas à trouver le bon axe. Et puis c'est en discutant avec Martin Kennen, qui était mon scénariste sur Corto Maltese et 14 juillet, et on parlait, on était à Lucca, on marchait, et puis tout d'un coup est venue l'idée du festival, et puis il me dit, me raconte un truc qui est proche de toi, qui te parle et tout, et puis tout d'un coup je me suis dit qu'en fait le bon axe c'était pas forcément parler du dessin, mais de la bande dessinée. Et tout d'un coup, le cadre est venu et ça y est, l'histoire s'est mise en place. Ouais. Parce que au-delà de l'histoire d'amour, on a quand même l'impression que cet auteur de BD, il est un peu désabusé ou blasé par son travail. Oui, complètement. Mais parce que je me fantasme aussi beaucoup comme ça. C'est aussi arrivé à un moment où, vu que j'ai depuis longtemps cette histoire-là dans la tête, c'était aussi pendant la production de Last Man, c'était aussi pendant tout ça, j'en suis ressorti quand même assez fatigué. Et même j'ai vécu un énorme chamboulement en rencontrant ma femme et puis aussi en finissant la série Last Man, et puis je me suis rendu compte que tout d'un coup j'avais droit à une seconde chance dans ma vie, et puis je pense au dessin continuellement, à retourner, j'en ai marre du numérique, j'en peux plus, je suis en train de m'épuiser là-dedans, et puis voilà, ça se boucle. Et puis de toute façon je crois que je me suis à partir du moment où je me suis plus idéalisé ou fantasmé comme un enfant de 8 ans, enfin en me disant genre le plus bel âge que j'avais c'était quand j'avais 8 ans et je voulais retourner à mes 8 ans, et puis j'ai collectionné des jouets et tout ça. Et à partir du moment où j'ai arrêté ça, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait je suis une vieille personne depuis longtemps. Enfin, j'étais toujours né vieux, j'ai toujours pensé comme un vieux, et je mourrai vieux comme tout le monde. Ouais. Parce que je trouve que c'est à la fois un portrait tendre du festival, et à la fois un portrait où on se demande un peu ce que chacun fout là, parce que même ce collectionneur de BD, il est là sans être là, cette femme, elle subit le festival, cet auteur, il est là, il a envie d'être là, mais il n'a pas vraiment envie d'être là. C'est-à-dire que c'est un portrait de ce festival qui est assez désabusé quand même. Oui, alors du festival, je sais pas, mais c'était vraiment, j'aime bien cette carte postale, et surtout c'est le regard que je pose sur la bande dessinée. Vraiment, j'ai beaucoup réfléchi sur ce médium sur lequel je suis arrivé un peu par hasard, parce que à la base, moi je voulais être dessinateur. Après, je suis un peu dans le cinéma animation, puis c'est vraiment à la fin de mes études où je me suis rendu compte que je voulais raconter des histoires, et donc j'ai choisi la bande dessinée. Et donc au début, c'était un peu le cinéma du pauvre, et puis au fur et à mesure, je me rends compte de la puissance et du confort d'écriture et de dessin qu'est la bande dessinée, et c'est absolument génial. Et je travaille dessus, et j'ai pas un regard désabusé sur la bande dessinée du tout, mais j'essaye de la comprendre, et la bande dessinée est un art... et un vrai art bâtard, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est
pour les enfants, pour les adultes, si c'est vulgaire ou si c'est élégant. Enfin voilà, je répète souvent ça, mais j'en suis arrivé là et c'est cet entre-deux qui crée toute sa force. Et donc on ne sait pas comment la posséder ou ou par quel biais la attraper ou la définir. Et j'y vois juste quelque chose de très tendre. Ouais, c'est vraiment, je porte un vrai regard tendre là-dessus avec un petit peu de vraiment pour les auteurs de BD et les autrices de BD. Tu parlais de cinéma, tu compares le film à Lost in Translation de Sofia Coppola. Oui, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué, surtout dans sa structure et dans le fait qu'elle avait réussi parfaitement tout ce qu'elle voulait insuffler dans le film, elle a réussi à le faire avec cette idée géniale de les mettre au Japon et de créer vraiment cette bulle et cette parenthèse pour exprimer ce sentiment amoureux. Et moi, le sentiment amoureux, je crois que c'est l'énergie qui me permet de vivre, vraiment. Si je suis pas amoureux, je dépéris petit à petit, quoi. Mais j'ai besoin de ce sentiment-là qui me tient en vie et qui me donne l'énergie d'aller sur mes planches et d'avancer. Avant, je pensais que c'était le dessin, que c'était juste la passion du dessin. Mais non, en fait, j'ai besoin de ce sentiment-là depuis que je l'ai connu. Et c'est vrai que quand on a ce sentiment-là, quand il y a cette espèce de rencontre amoureuse et tout, on est dans une bulle. C'est pas une histoire de passion, mais tout est un décor où les gens parlent une langue différente. Un peu comme dans le petit Christian 2 de Blutch aussi, où lui, ça y est, au moment où il est tombé amoureux, il entend ses parents, il parle une langue incompréhensible et tout, et lui, il est sur son nuage, quoi. Et elle avait réussi à trouver cette forme. Et je trouvais ça génial d'avoir mis au Japon. C'est une idée formidable. Et j'ai longtemps jalousé ce film en me disant pourquoi c'est pas moi qui l'ai fait, ce film, comment elle a fait pour avoir cette idée aussi géniale. Et elle l'a mis en scène et même j'étais triste, quoi. Enfin, ça m'a rendu triste à la fin après je l'ai vu tellement et tellement de fois et j'avais déjà fait une parenthèse amoureuse dans Une sœur et je crois que le fait de la parenthèse amoureuse me plaisait énormément à traiter. J'avais envie de la retraiter là-dedans en faisant une parenthèse qui serait encore plus dure parce que on sait qu'ils ne se reverront, enfin, on pourrait se dire à la fin, ils ne se reverront jamais parce qu'ils ont tous les deux leur famille, chacun de leur côté, alors que dans Une sœur, ils sont jeunes et peut-être que, voilà, au cours de la vie, ils pourraient se recroiser. C'est intéressant parce que dans cette relation amoureuse, il y a un homme et une femme en l'occurrence, et les femmes jalonnent beaucoup tes bandes dessinées. Et c'est amusant de voir qu'il y a ces bandes dessinées, on va dire romantiques. Toutes mes bandes dessinées sont romantiques. Non, mais pour de vrai, hein, vraiment, je pense que c'est ce qui tient. Enfin, alors, romantique, je ne sais pas quelle définition ça a pour chacun, mais en tout cas, il y a toujours de la tendresse dans mes bandes dessinées, et que ce soit... Parfois, il peut arriver des choses dures et des choses... voilà, mais entre les personnages, il y a toujours une relation, soit elle est une relation amoureuse, soit c'est une relation familiale, soit c'est quelque chose comme ça. Mais il y a toujours quelque chose une vraie confiance chez l'autre, qui ne va pas vous faire du mal, et presque je pousserais le curseur en disant que oui, il y a plein de bienveillance, quoi. Dans Last Man, où ça fait que de se tabasser, moi ce qui m'a toujours le fil rouge qui m'a fait tenir pendant toute la production de Last Man, et j'en suis très, très content, c'est la relation qu'a Adrian avec sa maman, quoi. C'est vraiment, je voulais faire Adrian, c'est moi, et puis sa maman, et puis Richard, mais vraiment Adrian, c'est vraiment ce personnage, pour moi c'est la BD qui parle de l'enfance comme je le voyais, quoi, avec cette mère qui avance et qui est une telle force et une telle bouée que dans la vie qu'il peut rien vous arriver. Vous pouvez vous retrouver dans un ring face à des catcheurs monstrueux et tout et machin, et tant que votre mère a pas dit que c'était dangereux, c'est pas dangereux, et vous avez confiance en elle. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, ouais. Il y a cette scène de danse entre les deux qui montre, je trouve, ton talent aussi pour le mouvement dans le dessin. Il y a aussi pas mal de choses qui fonctionnent dans la bande dessinée, hein. Le fait d'avoir ces images fixes qui se succèdent et tout permet au fait que en fait, pendant tout l'album, ils ne bougent pratiquement pas, à part on les voit marcher, ils sont avec leur manteau, ils sont lourds, il n'y a pas de mouvement, il n'y a aucun mouvement pendant tout l'album, jusqu'au moment où ils vont arriver, et même ils font une première tentative de danse où ils n'arrivent pas vraiment à danser, et vraiment je fais tenir ce suspense, et au bout d'un moment ils arrivent enfin à trouver l'endroit, ça y est, ils enlèvent leur manteau, ils ont juste à se déhancher, à lever les bras, et en fait c'est magique, mais vu qu'on s'est tapé avant toute une série, mais vraiment ils ont pas réussi à bouger, le fait de les voir enfin bouger fait que c'est merveilleux, enfin tout d'un coup ça y est, ils peuvent enfin danser, et ça ne fonctionne, là c'est un peu grossier, c'est vraiment, ça prend des mais ça fonctionne comme ça. En fait, quand on raconte une histoire et tout, il faut charger l'émotion chez le lecteur ou la lectrice, et puis à un moment il faut la dégoupiller. Et il faut faire ces deux actions. Ça n'existe pas, le fait de balancer une émotion et de se dire qu'il va vivre cette émotion en même temps que non, ça ne marche pas. Il faut la charger avant. Il faut la charger sans qu'il s'en aperçoive. Et hop,
après tu la dégoupilles. Et c'est à ce moment-là où tout d'un coup, on vit l'émotion. C'est quelque chose que peut-être que je faisais avant sans m'en rendre compte, mais à force d'avoir lu des BD ou des films qui fonctionnaient avec ce principe-là, mais c'est vraiment aujourd'hui, maintenant j'en ai conscience et je peux, je dis pas que je joue avec, mais je le maîtrise un peu mieux. Ouais. Et justement, j'ai l'impression que la première partie de l'album est plus oisive et presque plus lente dans le tempo que tes autres titres. Je pense qu'aussi du fait que c'est la première fois, elle est adulte, quoi. Ça y est, à 38 ans, je fais enfin une BD avec des adultes et bon, je vais toujours, j'aime pas dessiner mon âge, donc je vais un petit peu au-dessus. Et oui, ça y est, je suis plus dans l'adolescence, dans ces choses-là, et donc il y a le fait qu'ils sont adultes et bah, quand on est adolescent ou jeune, bah, il y a ces mes amis, mes amours, et ben quand on est adulte, c'est mes amis, mes amours, mes emmerdes, et voilà. Et en fait, le fait de poids de ces emmerdes en permanence, de ces problèmes à gérer, font que ça crée un tempo, un ralentissement, une inertie qui est un peu longue. Et c'est pour ça que j'avais besoin de... Et j'en fais des caisses avec mon personnage. Hein. Ils disent « Ah, Angoulême, c'est si dur que ça et tout. » Mais non, mais Angoulême, c'est un chouette festival. Y a pas de... Moi, j'ai passé des super bons Angoulême. J'ai toujours... Il y a pas de problème. Mais j'aimais bien il faut en rajouter des caisses quand même c'est un peu maniéré. Ouais. Alors en parallèle, tu sors aussi un 3e titre dans la collection BDQ qui s'appelle Burnout, on le prononce comme ça. Ouais, très bien. Je te laisse le résumer. Oui, bah, c'est exactement la même histoire que Dernier Week-end de janvier, sauf que c'est aussi une famille, mais c'est un ministre qui fait un burn-out parce qu'il est accusé d'une polémique et tout ça, bref, et qui, pour le coup, a besoin de se retirer et va retrouver enfin sa famille qu'il n'avait pas vue depuis je sais pas combien d'années. Ils vont dans un camp naturiste parce que au moins il n'y a pas de portable, il n'y aura pas de paparazzi, tout ça. Et tout d'un coup, il va redécouvrir toute sa famille qu'il avait laissé un peu en jachère depuis pas mal d'années, et c'est comment est-ce qu'un père va se reconnecter à sa famille et comment tout d'un coup ils vont se reconcilier. De toute façon, c'est ça, moi, les histoires d'amour et la famille, c'est les liens qui sont le plus forts que j'ai. Il y a aussi l'amitié, mais j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec ça. Il y a une évidence dans les liens familiaux et dans les histoires d'amour qui me rassure et qui me plaisent énormément. Enfin, j'ai une vraie confiance là-dedans. Et dans les liens d'amitié, c'est plus difficile pour moi parce que je suis pas attentif et il y a un truc que je vais rater et peut-être je vais perdre des amis, je vais perdre des choses comme ça et tout. Dans la famille, il y a pas de ça, et le sentiment amoureux, tu es tellement attentif que pour le coup, je suis un peu réveillé. Et donc, dans cette histoire, il va juste se reconnecter. Et c'est drôle, dans Burnout, c'est quelqu'un qui se reconnecte avec sa famille, et dans Dernier Week-end de janvier, c'est quelqu'un qui fait exploser c'est deux personnes qui font exploser leur famille. Et voilà, c'est juste là, ça. Je suis très content que ces deux albums sortent en même temps parce que ça va dans le sens de quelque chose auquel je pense, mais en amour, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de justice, quoi. Enfin voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est marrant cette continuité dans l'érotisme. Tu vas lancer une collection aussi chez Casterman autour de bandes dessinées érotiques. C'est-à-dire qu'à la fois, on te reproche parfois ta représentation des femmes ou des choses comme ça. Et malgré ça, tu fais des albums classiques. Parce que je pense qu'il y a aussi alors il y a aussi beaucoup de choses malentendues. Enfin, il y a des malentendus aussi là-dedans. Et je pense que quand on lit mes albums, et que ce soit même les albums qui ont fait des polémiques et tout ça machin, et ben si on lit vraiment l'album, on se met à la place, on comprend, mais oui, mais c'est du fantasme, c'est du désir. Quand je me dessine, quand je dessine Petit Paul, je dessine pas un enfant, je me dessine moi et quand je dessine Magali avec des gros seins, je me dessine moi avec des gros seins. Quand je dessine toutes les choses qui me passent par la tête, c'est une partie fantasmée de moi. Quand je dessine Denis Choupin, c'est une partie fantasmée de moi. Il faut laisser, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est un ami qui me disait ça, mais que c'est comme le sens des rêves. C'est en fait quand on rêve de différentes personnes, on se rêve. En fait, c'est nous toutes ces différentes personnes. Et le dessin, c'est un prolongement. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ces 1000 vies. J'aurais rêvé d'être telle ou telle personne, voilà. Et je pousse mes fantasmes là-dedans, quoi. C'est une vision personnelle, c'est du jus qui sort de ma tête, et voilà. Et c'est sûr que, oui, quand je dessine ces nanas avec des seins énormes et tout machin, il y a une vision fantasmée qui dit j'aurais rêvé d'être ça, peut-être pas dans la réalité ou même autre chose, mais c'est quelque chose qui me fascine, quoi. Ça me fascine complètement. Et comme aussi ce gamin avec cette bite énorme, et voilà aussi, c'est quelque chose qui me fascine complètement. Avec ça, c'est pour ça même que j'ai des vrais problèmes à dessiner des vrais méchants ou des gens qui sont, non pas que je me considère comme un gentil, mais des gens qui sont vraiment très loin de moi. Par exemple, dans Corto Maltese, je devais dessiner Rasputin.
J'y arrive pas du tout, ce personnage, je le comprends pas, j'arrive pas, et il sort du jus de la tête de Pratt, et je veux bien croire que Pratt avait une partie de sa tête qui était Rasputin. Moi, je l'ai pas. J'aurais jamais créé un personnage comme ça. Donc petit Paul, tu le referais demain, quoi. Ah, mais il y a aucun problème, mais parce que je pense que le bouquin est conçu comme ça et tout ça. Après, ça arrive de se planter, j'en ai fait les frais récemment sur mon compte Instagram et tout, je me suis un peu planté et j'ai poussé ça et en fait le truc a été mal compris et que la blague a été mal comprise et c'était trop potache et tout ça. Pas de problème, j'ai enlevé ça, je me suis excusé et désolé, voilà, on fait des choses et puis parfois ça rate. Bon, voilà, c'est du dessin, je sais que ça peut être pris de manière très forte aussi par les gens et que ça peut être une source de crispation et tout. Mais l'idée, c'est jamais malveillant quand même. Je dessinais, là, c'est lesbienne et tout, mais il y a une partie de moi, je veux être cette petite blonde, quoi. Je veux être cette blonde, là, comme ça, et voilà, et me faire tenir la main et machin. Mais parce que c'est du fantasme, en fait. Je suis pas là, je donne pas un mode d'emploi sur la vie ou n'importe quoi. C'est qu'il y a un truc, bon, il faut croire que Et là, pour le coup, c'est sûr que oui, quand on rentre dans une librairie, on va acheter un de mes albums et tout machin. Voilà, quand c'est sur les réseaux sociaux, encore quelque chose que sur Internet, j'ai tendance à croire que c'est une espèce de place où tout le monde est invité. Mais non, en fait, tu peux pas vraiment avoir ce discours-là et que les gens arrivent et il y en a qui vont pas comprendre, ou surtout qui vont pas capter les références ou même. Et puis en fait, ta blague a été pas si drôle que ça et tout machin. Et là, tu te retrouves dans des. Et ça, maintenant, j'ai compris, je fais beaucoup plus gaffe, mais je continuerai toujours à représenter, à parler de choses qui me parlent moi, qui me donnent envie de dessiner, quoi. Et cette collection chez Casterman, alors l'idée c'est d'aller chercher aussi des jeunes auteurs? Ah oui, bien sûr. Moi, je suis persuadé que je pense que le dessin est l'outil du désir, que la notion d'érotisme est très très importante et qu'elle peut parfaitement s'exprimer en bande dessinée. C'est pour ça que j'ai proposé à Casterman une collection de BD érotiques qui s'appellera Carré Blanc. Et là-dessus, je vais chercher les gens qui veulent bien me suivre et puis aussi je vais aller chercher aussi je pense une nouvelle génération qui a plein de choses aussi à dire là-dessus et qui a aussi une vraie question à se poser sur le désir et sur l'érotisme. C'est une question qui je pense même est très très importante aujourd'hui et qui est très actuelle. Et pour le coup là, il y a les albums qui sont pratiquement finis et tout ça et je suis très content de voir comment ça avance et c'est super d'accompagner des projets. Dernier week-end de janvier, c'est la dernière BD numérique a priori que tu vas faire, de façon numérique. Non, en tout cas, tu as très envie de revenir au papier. Oui, alors j'ai très envie de revenir au papier. Malheureusement, la technique n'est pas forcément là et j'ai énormément de mal j'arrive à faire un peu des illustrations, mais à concevoir vraiment un dessin BD, impossible. Là, pour l'instant, j'y arrive pas. J'ai beau faire les essais là depuis 3 ans, peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais c'est vrai que quand même, le principal, c'est quand même la narration, surtout sur des gros volumes. Et j'ai envie de continuer à faire ces gros volumes. Quand je dis gros volume, c'est les albums de 200 pages et tout ça. Donc évidemment, je vais continuer avec le numérique, avec ce que j'ai mis en place, et parce que ça me permet d'aller vraiment d'affiner exactement ce que j'ai envie de raconter et tout ça. Le jour où j'aurai la technique suffisante en dessin pour le faire, j'irai. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que de pouvoir aussi faire des BD de manière traditionnelle, d'aller chercher des accidents, d'aller chercher vraiment des choses un peu graphiques qui vont nourrir aussi l'émerveillement, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup dans mes bandes dessinées, l'émerveillement. Et qui est aussi un point très important de la bande dessinée, hein. C'est comme ça aussi qu'elle s'est construite, le fait qu'on ouvre une double page et on est émerveillé. Moi, on ouvre une double page de mes albums, on n'est pas du tout émerveillé. Je pense qu'après on le lit, tout d'un coup on peut être porté et là on vit quelque chose. Et j'aime bien, quand j'étais petit, j'ouvrais des albums de BD pour être émerveillé et j'ai aussi envie de retrouver ça. Donc peut-être des paginations comme sur le dernier sur la BD érotique, des paginations plus resserrées, un travail graphique et aller chercher autre chose. Mais sinon, je sais quand même l'art, le nœud de la guerre, c'est la narration. Donc, et ça me prend et je vais continuer à faire des albums comme ça aussi en numérique. Ouais. Parce que c'est marrant de se dire qu'on a tous commencé à dessiner sur du papier enfant, et que toi, il y a un moment, forcément, la bascule s'est faite quand tu étais un peu professionnalisé sur du dessin numérique. Non, même, cet effet, dès l'adolescence, j'avais récupéré une petite tablette graphique et j'étais encore au lycée, quoi. Donc j'avais les toutes premières, quoi, les minuscules. Mais voilà, mais aussi ma génération, on était dans une période de transition. On a longtemps cru que le numérique allait remplacer, qu'on allait pouvoir juste avoir un gain de temps dans le numérique. Le numérique amène énormément d'autres possibilités. On perd aussi autre chose et je pense que l'auteur de BD de demain, il passe aussi bien du numérique que du traditionnel et tout. Et là, je le vois même avec les jeunes avec qui je travaille, avec les étudiants, qui sont
enfin, je les appelle les étudiants, c'est plus des étudiants maintenant. Et en fait, ils passent du papier pour eux, le numérique n'est qu'un outil. Autant que ils font la différence entre numérique et traditionnel, comme comme nous on ferait la différence entre gouache et aquarelle, quoi. Et voilà, y a des gens qui vont utiliser que ça, parce que comme des gens qui vont dessiner exactement avec le même stylo toute leur vie et qui vont faire ça, ok, mais la plupart vont passer de l'un à l'autre, suivant le sujet, suivant la BD, suivant ce que ça permet, suivant le temps qu'ils ont. Et je trouve ça formidable. Et c'est marrant parce que tu disais que tu veux retrouver l'accident dans le dessin. Avec le papier, effectivement, que tu n'as pas de façon numérique, on aurait tendance à croire que tu veux gommer l'accident. Ah, non, en fait, quand je parle d'accident, c'est vraiment tout d'un coup, c'est plus facile dans le cinéma. Dans le cinéma, c'est t'as l'idée de ta scène, et tout d'un coup, l'acteur ou la lumière, le cadre, tout d'un coup, va proposer quelque chose, l'actrice, hop, putain, génial, j'aurais jamais pensé à ça et tout. En fait, il faut se dire que une bande dessinée, vu qu'on est tout seul, on fait exactement l'histoire qu'on a dans la tête. Et c'est quelqu'un qui me disait que oui, mais en fait, si t'as pas envie de faire exactement l'histoire que t'as dans la tête, parce que tu la connais cette histoire, t'as envie de voir autre chose, et l'accident graphique et tout ça fait que là j'en ai terminé une là, pour la collection à la gouache. Et dans la gouache m'a donné des espèces de contraintes et m'a aussi permis de faire des choses où tout d'un coup les volumes je les sentais vraiment, des regards, des choses comme ça et tout qui se sont mis en place, et l'ambiance qui dégage de ça. C'est plus chaud, c'est vivant, le papier numérique, il y aura un côté froid, et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais il faut l'épouser, il faut pas essayer de... Le pire, ça serait que d'essayer de singer ce qu'on faisait en traditionnel, en numérique. Et voilà, il faut arriver à faire ce pas de côté, quoi. Ouais. Et quel rapport t'entretiens tes anciens albums ou tes vieux dessins? C'est-à-dire que tu relis Paulinalgue ou Duclore, tu regardes les dessins? Non, le rapport que j'ai, c'est uniquement sur l'histoire. Je relis pas mes albums, mais je me souviens des sujets que j'abordais et de voir comment est-ce que j'évolue. Donc quand je repense à mes anciens albums, je repense pas aux dessins, comment je les ai dessinés, je repense aux sujets que j'ai pris et comment je fais évoluer ce qu'on appelle au ciné la politique de l'auteur. Mais voilà, c'est ça, quoi. C'est de voir comment est-ce que tout d'un coup... En fait, quand je me suis rendu compte que j'avais déjà entamé un virage sur l'érotisme assez fort à partir d'une sœur, et que je vois que le chemisier, on part vraiment dans encore plus là-dedans, et je me suis dit non, mais là il y a quelque chose, et tout d'un coup ça me fait penser, je repense aux autres sujets, le désir, tous ces trucs là, mais voilà, il faut se dire qu'on n'est pas en train d'écrire on écrit une nouvelle histoire, mais cette histoire il faut la remettre dans le contexte des 15 années qui sont passées avant, et en fait on amène des pierres, on construit le petit édifice, et voilà. Ça veut dire que dernier week-end de janvier, finalement, c'est aussi l'accumulation de tout ce qu'il y a eu avant. Oui, bien sûr. Mais moi, après, je pense que les cinéphiles ou les BD-philes, ils fonctionnent aussi comme ça. Ils replacent la bande dessinée là-dedans, mais aussi, il faut aussi faire une bande dessinée qui puisse vivre toute seule sans que personne te connaisse ou n'importe quoi, que tu puisses lire tranquillement. Mais c'est toujours intéressant, et moi, j'adore regarder ça chez les auteurs, d'aller voir. C'est un auteur que j'ai aimé, ou une autrice, je vais aller chercher tous les bouquins qu'elle a fait avant, comprendre, et si possible les lire dans l'ordre et tout ça. Bon, après ça c'est du luxe, mais c'est intéressant parce que entre chaque œuvre, ça se répond et on apprend autre chose, quoi, et c'est génial, quoi. C'est même ça marche avec la littérature et tout ça. Enfin, vu que tu rentres dans la tête de quelqu'un, tu peux voir à peu près ce qui s'est passé entre les étapes, et puis surtout s'il te laisse une place assez confortable, tu peux y rester un petit peu, quoi. Et donc pour découvrir cette histoire entre Denis Choupin et Vanessa, c'est dans le dernier week-end de janvier chez Casterman. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. La première BD que tu as lue? Que j'ai lue, vraiment, je pense que ça doit être Calvin et Hobbes. Je pense que c'est les premières que j'ai vraiment lues. Et qu'est-ce que t'en as gardé? Qu'on pouvait un peu raconter tout, passer par pas mal d'émotions, et surtout ça marchait parfaitement avec l'âge auquel j'ai découvert ça, vers 9-10 ans. Et tout d'un coup, voilà, c'est ce panel d'émotions et de réflexions qu'on puisse avoir juste avec 3 petites cases. Et je me suis dit, en fait, on peut raconter beaucoup de choses en bande dessinée, et tout de suite, ça m'avait parlé. Ouais. La meilleure BD de tous les temps? Meilleure BD de tous les temps... ce sera entre deux. Note pour une histoire de guerre de JP, ou L'autoroute du soleil de Baru. Je pense que JP a fait Note pour une histoire de guerre en ayant lu L'autoroute du soleil avant. Mais je pense qu'une certaine manière, L'autoroute du soleil de Baru, techniquement, elle est brinque-ballante, mais je pense que c'est une des meilleures BD que j'ai jamais lues. Ouais. La plus belle couverture de bande dessinée?
Ah là là, c'est vraiment une colle quand même. C'est super dur. J'aurais pas le titre, mais je pense que Edika a fait des couves de BD absolument incroyables. Digne de. Ça pourrait être n'importe quoi, un vinyle, n'importe quoi, mais Edika a fait vraiment des couvertures absolument fantastiques. La plus belle case de bande dessinée. Bah ça, pour moi, c'est du Dany, hein, mais bon, après, c'est n'importe. Enfin, après, parce que c'est mon maître, enfin voilà, c'est celui qui a fait ce que je suis aussi un peu aujourd'hui, quoi. Cette réflexion entre la vulgarité et l'élégance, et je pense qu'il y a vraiment des cases de Dany dans lesquelles je pourrais vraiment plonger pendant des heures, quoi. Ton meilleur souvenir de festival? Mes meilleurs souvenirs de festival, ça reste quand même y en a plein, c'est dès qu'on danse un peu et tout, j'en ai fait des super avec Florent Rupert, mais je pense que j'ai toujours adoré, ça restera peut-être Festival d'Annecy avec Michael et Balak, quand on était sur la SMAN, c'était vraiment toutes ces années, la SMAN, je crois que ça restera des merveilleux souvenirs avec les copains. Ouais. Ton personnage de BD préféré? Je crois que c'est le petit Christian. Ouais, le petit Christian de Blotch, c'est vraiment incroyable. Il est super, c'est le gamin, tout ce qu'il raconte, ce qu'il vit, sa manière. Enfin, c'est génial. Blotch a un talent pour représenter l'enfance, il m'émeut à chaque fois. Et le petit Christian, ouais, c'est un magnifique personnage. Ton personnage de BD détesté? Je le déteste pas, mais Rasputin, pour essayer de l'avoir fait, machin, il m'a vraiment bien posé des problèmes. Et je sais que les gens qui ont un amour passionné pour ce personnage-là. Et je comprends, il a une vraie folie, un truc comme ça, mais il est tellement... C'est pas que j'irais pas détester, mais après c'est un des plus beaux personnages qui a été créé parce qu'il faut avoir un cerveau fou pour créer un personnage comme ça. Mais en tout cas, c'est celui qui me rend le plus mal à l'aise. Ouais. Ton super-héros préféré? C'est les super-héros, mais ils sont 4, c'est les Tortues Ninja, ouais, puisqu'ils sont... c'est la famille, toujours. J'aime beaucoup. Et ton super-héros détesté? Je crois que le personnage de... Je sais pas si c'est... Iron Man, et je crois je n'arrive pas à comprendre enfin, ok, Batman, il a plein de thunes, il a des trucs, mais Iron Man, j'arrive pas à comprendre. Et peut-être qu'aussi, je vois que la version de Robert Downey Jr., là, qui cabotine, là, comme Jack Sparrow et tout ça, enfin, comme Johnny Depp, je déteste ça. Enfin, ici, c'est juste parce qu'il fait des blagues. J'aime pas les personnages qui font juste des blagues, ça m'énerve, quoi. Donc, enfin, les super-héros comme ça, là. Ouais, bref. Tu dessines dans lequel, moi, en musique? Musique, interview, podcast, tous les trucs là, j'écoute, quoi. Couleur ou noir et blanc? Ça sera quand même un noir et blanc. La couleur, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais c'est comme si vous aviez fait un gâteau pendant 4 heures et qu'il vous fallait 8 heures pour poser une cerise. Donc la couleur, c'est vraiment l'extra, mais ça prend tellement de temps que moi, je m'en suis passé. Ouais. Et pour terminer, une autrice ou un auteur qu'on connaîtrait pas forcément et que tu nous conseillerais? Moi, il y en a un que j'aime depuis le début, que je trouve génial, c'est Olivier Texier. Il est quand même connu, mais il n'est pas forcément connu du grand public. Et lui, depuis le début, j'adore, je le trouve super drôle et fin. Il a un dessin absolument incroyable. Et il a fait un bouquin que j'adore, qui s'appelle Heroic Fantasy, chez Requin Marteau, qui est super. Et vraiment, voilà quelqu'un qui quand on rentre, voilà, ce que j'aime, c'est rentrer dans la tête des gens. Et lui, mais il nous laisse une place, mais tellement confortable, et on est vraiment, et c'est génial. Lui, vraiment, Olivier Texier, c'est un mec que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Merci Bastien Yves d'avoir joué le jeu. Merci. Et on lit donc dernier week-end de janvier, c'est chez Casterman. Nous, on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique. De quoi as-tu décidé de nous parler? Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler d'une nouveauté au Lombard qui s'appelle Le Serpent et le Coyote, paru d'ailleurs dans la collection signée de Xavier et de Mats. Mats qui est un auteur assez connu, le scénariste assez connu, notamment d'une série qui a été très exportée et qui s'appelle Le Tueur, et qui revient avec une histoire noire dans la tradition du hard-boil, du roman noir un peu classique. L'histoire, en quelques mots, c'est celle donc de Joe, qui est un ancien repenti de la mafia, qui, après des années planqué pour échapper à ses anciens compagnons, se retrouve sur le devant de la scène, obligé à nouveau de se confronter à des meurtriers, à des criminels, les pires qui soient aux États-Unis, et qui doit à nouveau donc s'adonner à la violence. C'est une histoire assez
tendu, avec un rythme assez effréné, on ne s'arrête jamais, on déambule dans un univers, donc les États-Unis, notamment dans les grands espaces américains, les déserts, les grands espaces urbains, magnifiquement dessinés par Philippe Xavier, qui donne une dimension supplémentaire à cet environnement, à ces décors, et avec des couleurs remarquables de Julien Maffre. Pour donner référence, le livre s'appelle Le Serpent et le Coyote. Les auteurs sont Philippe Xavier et Matz. Et c'est paru donc au Lombard. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.